Ces dernières années, vous avez probablement entendu parler de Balbuzard. Non, non, pas Bulbizarre, Balbuzard. Brandon vient d'attraper un Balbuzard pêcheur. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce montage? Balbuzard, le pirate, le livre. Le prix du meilleur album jeunesse des Imaginales 2021. Si vous n'en avez pas entendu parler dans les médias, vous aurez peut-être croisé certains de ces personnages au détour de l'une ou l'autre exposition, que ce soit à la source, si je puis dire, dans la galerie d'art Daniel Maguen, qui non seulement vend des originaux de Frédéric Pillot par ailleurs, mais édite l'album Balbuzard, ou bien encore partout à travers la France, où des œuvres de l'illustrateur sont régulièrement en tournée. Vous avez également pu découvrir Balbuzard et ses compères au hasard de vos navigations virtuelles, sur Instagram par exemple. L'album, qui se déroule en l'an 1654 d'une époque fictive, étrangement similaire à la nôtre, raconte un duel à distance entre deux maîtres des mers. Je veux parler du Commodore, mandaté par l'impératrice pseudo-espagnole Pepita XIII pour débarrasser les eaux coloniales du terrible, tonitruant mais tendre Balbuzard, dont les batailles navales sont une humiliation ainsi qu'un caillou dans les précieux souliers de la couronne. Les péripéties de cette intrigue s'étalent sur 45 doubles pages, toutes illustrées et dépourvues de pagination, mais certainement pas d'imagination, qui forment un véritable livre d'art dont la composition a occupé 2 à 3 ans de la vie de Frédéric Pillot, et combien de tubes de peinture acrylique. L'objet est beau, mais l'histoire l'est-elle? Vous l'apprendrez pas plus tard qu'aujourd'hui. Si vous avez l'habitude de suivre la chaîne, vous savez que j'aime bien expliquer ce qui me pousse à lire certaines œuvres et à les chroniquer. Alors, pour ce qui me concerne, j'ai pas vu d'exposition de Frédéric Pillot, malheureusement. Par contre, j'ai bien vu son compte Instagram. En fait, c'est un de mes cousins, tout simplement, qui avait été voir l'une des expos et qui m'avait parlé qui m'avait montré l'une de ses œuvres, en fait, à l'époque où il réalisait des illustrations pour une revisite du Petit Poucet. Moi, j'étais déjà en train de faire vraiment en amateur des illustrations pour ma revisite d'Alice au Pays des Merveilles. Je m'intéresse au travail de Benjamin Lacombe. Et tout à coup, donc, j'ai appris l'existence de Frédéric Pillot et je me suis un peu jeté sur les différentes peintures acryliques qu'on trouvait sur son compte Instagram. Et je suis tombé sur les illustrations de Balbuzard. Et tout de suite, j'ai adoré ça parce que c'est un univers qui m'attire beaucoup, les pirates. Donc voilà pourquoi je parle de Balbuzard aujourd'hui. Donc exceptionnellement, je vais commencer par parler des auteurs, puisque c'est le biais par lequel j'ai découvert ce livre. Pour ce qui concerne Frédéric Pillot, donc c'est un illustrateur professionnel depuis 1990, où il a été diplômé de l'École supérieure des arts de Strasbourg. En fait, il faisait partie d'une section d'illustration qui a été apparemment fondée par son professeur, qui était bien sûr illustrateur jeunesse lui aussi. J'explique ça puisque en fait, ça fait très longtemps qu'il est dans le métier, mais il a une allure assez verte. On croirait qu'il est là depuis les années 2000, mais en fait il est là depuis très longtemps. Alors il a commencé par s'essayer à la bande dessinée, mais ça lui a pas plu totalement. En fait il en a été assez frustré, puisqu'il s'est rendu compte que ce qu'il aimait c'était la composition d'images. J'ai vu une interview hier de lui où il explique que ce que dit Hergé à propos de la bande dessinée, c'est que ce qui compte c'est ce qui se passe entre les cases. Et donc c'est ce rythme d'une case à l'autre, alors que lui vraiment, il le dirait pas comme ça, mais c'est un artiste au sens où il compose des images, il place sa caméra, et il aime que ça fourmille de détails, et je pense que dans la BD, c'est le genre de satisfaction qu'il aurait eu que sur les grandes cases en fait. Donc il s'est assez vite lassé de la BD. Son grand compère dans l'illustration jeunesse, c'est Gérard Moncomble, qui est l'auteur du texte sur Balbuzard. Il faut savoir qu'entre lui et Gérard Moncomble, c'est déjà une vieille histoire professionnelle et amicale, puisqu'ils collaborent ensemble depuis les années 90. Ils ont réalisé des dizaines d'ouvrages, d'albums, de livres jeunesse tous les deux. Ils ne sont pas de la même génération, puisque Gérard Moncomble est né dans les années 50, on va rester un petit peu flou. Donc ça, c'est quelqu'un qui a vraiment fait toutes sortes de métiers. Il a confectionné apparemment des marionnettes, mais il a aussi fait des études en philosophie, en sociologie. Il a fait toutes sortes d'activités. Et en fait, je le connaissais déjà sans le savoir,
puisqu'il a réalisé la traduction, alors il n'aimerait pas que je dise ça, mais pour l'instant on va dire ça, de l'album pour les petits-enfants qui s'appelle De la petite taupe qui se demandait qui lui avait fait sur la tête, je crois. Donc c'est une histoire aussi, une petite taupe qui se fait faire caca dessus au début et qui cherche de quel animal ça provient. L'histoire, en réalité, du point de vue de Gérard Moncomble, c'est qu'il a réalisé une traduction libre, on va dire, puisque à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, on était assez libre en fait du texte qu'on écrivait pour les traductions de ces livres-là. Donc à la base, le livre est allemand et il a écrit un texte à sa sauce pour raconter cette histoire, pour accompagner ses illustrations. Alors je ne sais pas si ça a beaucoup plu au directeur de collection des éditions Milan ou si c'est le succès de ce livre qui a provoqué ça. Toujours est-il que lui qui essaie depuis des années de publier ses propres livres, hein, plutôt des romans probablement, tout à coup il s'est retrouvé à pouvoir publier ses propres récits dans la littérature jeunesse, aux éditions Milan donc. Sachant que tout ça se passe à la fin des années 80, sa collaboration avec Frédéric Piot arrive assez vite, puisqu'au cours des années 90, ils commencent à collaborer ensemble. Ils ont principalement 2 séries qui sont apparemment très connues dans la littérature jeunesse. Vous avez Raoul Taffin à la fin des années 90, et vous avez ensuite Moi Thérèse Miaou en 2008, dont le nom est emprunté en fait à la chatte de l'écrivain Gérard Moncomble, et qui doit apparemment faire l'objet d'un dessin animé dont j'entends parler depuis quelques temps, mais je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Au cours de leur collaboration, ils sont amenés à travailler 2 fois sur des histoires de pirates. D'abord en 2001 avec l'histoire Raoul Taffin Pirate, tout simplement, un épisode spécial pirate de Raoul Taffin. Et en 2002, 1000 milliards de pirates. Et c'est seulement à la fin des années 2010 que Olivier Souillet, le directeur, le responsable éditorial des éditions Daniel Maguen, donne son feu vert pour finalement lancer l'album. Balbuzard. Ah, tu sursautes, compère. Je vois à tes yeux effarés que ces 3 syllabes te chambardent. Une brusque sueur perle à ton front. J'entends tes dents s'entrechoquer, tes mains tremblent. Va te cacher au fond d'un trou, mon drôle. Niche-toi parmi les rochers comme un crabe frileux. Fais-toi oublier, file, disparais. Qui est-il donc, cet homme au nom qui frappe ton esprit si violemment que te voilà tout étourdi? Cet homme qui t'épouvante sans même paraître. Balbuzard. L'histoire que je vais te conter le montrera tel qu'il fut, le plus fameux pirate de notre temps. Là où tu es, terré dans ton refuge, écoute bien. Et surtout, garde le silence. J'ai horreur qu'on m'interrompe. Je suis conteur, wish, mais avant tout pirate et armé d'un coutelas fort bien aiguisé. Ce que vous venez d'entendre, c'est ma lecture de la première page de Balbuzard, donc qui est l'apostrophe directe au lecteur, au jeune lecteur, hein, normalement. Je voulais vous la lire parce qu'elle a beaucoup d'emphase et c'est le principal mot en fait qui me vient pour décrire ce livre. Le texte et l'image se répondent vraiment là-dessus. Vous avez des lignes qui ont des dessins qui ont beaucoup d'amplitude, des formes très rondes ou évasées et beaucoup de richesse dans les détails du point de vue de l'illustration. Et ça se retrouve parfaitement aussi au niveau de l'écrit, où vous allez avoir toutes sortes de jeux de mots sur la langue. Alors des jeux de mots au sens littéral, évidemment, puisque vous avez cette mer de Sarbacane qui a un mot valise entre Sarbacane et boucanier. Donc les boucaniers, c'était des pirates des Caraïbes, hein, pour expliquer ça rapidement. Vous avez aussi le Commodore qui loge dans une ville qui s'appelle Porto Frigo, et son adversaire qui est aux antipodes de lui, qui habite à Porto Brasero. Donc vous avez des jeux de mots comme ça. Mais vous avez aussi une vraie poésie, une vraie démesure, que ce soit au niveau du texte ou du dessin. Alors au niveau du texte, la poésie, de façon assez ironique, elle vient beaucoup des jurons. Vous lirez toutes sortes de jurons, certains existants, d'autres complètement inventés. En tout cas, c'est mon impression. Et du point de vue du dessin, la poésie, elle va plus venir de certains éléments qui vont être cachés dans des coins souvent de l'image, un petit peu à la Uderzo d'ailleurs, qui aimait bien mettre des petits animaux ou ce genre d'éléments. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Au niveau du dessin aussi, de la même façon, vous avez vraiment une grosse générosité avec parfois des images qui s'étalent vraiment sur, j'allais dire une dizaine de plans, c'est peut-être excessif, mais vous avez parfois vraiment une grosse densité par rapport à ce que contient l'image, au nombre de personnages.
Et pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus marquant, c'est qu'il y a une virtuosité, en fait, aussi bien du point de vue graphique que du point de vue du texte, et une certaine emphase. On pourrait dire qu'on en prend plein la vue, c'est très baroque. Donc voilà, d'un point de vue formel, vous avez vraiment un mariage réussi entre le texte et l'image pour représenter ce personnage excessif, débordant, qui est évidemment Balbuzard. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un élément très réussi de l'histoire. Alors pour ce qui me concerne, j'ai lu l'histoire en 2 fois en réalité. La première fois, je l'ai lu à peu près, on va dire aux 2 tiers. La deuxième fois, évidemment, je l'ai lu en entier, j'ai terminé le livre. La première fois que je l'ai lu, je ne savais rien du livre, j'avais pas écouté d'interview, je m'étais pas informé. Mais j'avais eu ce petit pressentiment que peut-être c'était un livre qui était né en fait d'une volonté de l'illustrateur de représenter un certain univers. Si vous voulez, j'ai senti que l'univers était prépondérant sur le récit. Je me suis demandé si je n'étais pas en train de lire un artbook accompagné d'une histoire, plutôt vraiment qu'un récit à part entière, si vous voulez. Alors, est-ce que ce sentiment était totalement vrai? Ça, je vais y répondre bientôt, mais vraiment, tout repose, en tout cas, sur l'opposition à la fois graphique et psychologique, et on pourrait dire politique ou même sociologique, entre le Commodore et Balbuzard. Donc, le Commodore, c'est ce personnage froid, austère, solennel, autoritaire, qui a ce tricorne avec une hiérarchie déjà bien affirmée avec les goélands qui sont postés de façon presque hiérarchique et qui sont tous de même race. Il n'a que des goélands sur son tricorne. Bon, c'est un arriviste, c'est quelqu'un d'égoïste, il a toutes les qualités, autrement dit. Et d'un autre côté, donc il y a une grande raideur aussi dans les postures. Et d'un autre côté, vous avez Balbuzard, alors là vous avez compris. Il est généreux, il est excessif dans ses colères et dans ses tendresses aussi, entre guillemets. Lui, là où il loge, c'est le désordre total aussi. C'est à la bonne franquette, c'est la convivialité. Et puis, de la même manière, sur son chapeau, les oiseaux sont postés de façon totalement anarchique. Et il y a une libération, on pourrait dire, de la couleur aussi, puisque lui, ces oiseaux, ils sont pas blancs, ce sont des perroquets ou des oiseaux exotiques. Et donc voilà, il incarne la vie, il incarne le mouvement, il incarne la liberté, alors que l'autre incarne un ordre statique qui tue en fait, puisqu'il incarne cette raideur de l'Empire qui impose ses colonies et qui est en pleine expansion, mais une expansion qui tue et qui tue la diversité déjà, pour commencer, puisqu'elle uniformise tout à son image. Alors moi j'ai trouvé que c'était des belles prémices, tout ça, cette opposition de 2 personnages, à la fois sur un plan graphique et sur les autres plans. Ça m'intéressait de voir ces histoires d'alter ego, mais en miroir en fait, en opposition. Bon, j'ai pas trop envie de vous spoiler ce qui se passe dans l'histoire, mais il y a un moment qui est intéressant, puisqu'il y a une proposition de marchandage d'une certaine façon, où vous avez le Commodore qui propose des services, qui propose à Balbuzard d'offrir ses services à l'Empire contre des rétributions, si vous voulez, garanties, garanties par le fait que l'Empire, officiellement, lui laissait certaines rapines, on va dire, de façon légale et officielle. Et j'ai trouvé ça intéressant, puisqu'évidemment, Balbuzard refuse cette offre. Et ça m'a rappelé un peu une BD dont j'ai déjà parlé, SOS Bonheur, où il est question de la fable du loup et du chien, où vous avez une opposition de la sécurité et de la liberté. J'ai pas envie de vous en dire plus, mais c'est à partir de là, à mon avis, que ça décolle vraiment. Je me demandais un peu plus tôt si ce texte avait une vraie valeur, entre guillemets, sur le plan du récit scénaristique, puisque j'ai adoré le texte de Gérard Moncomble, je ne l'ai pas encore dit ou pas assez. Moi j'accroche totalement déjà, puisqu'il y a une grande diversité de mots, ça fait du bien, j'ai appris des mots aussi à titre personnel. Et
Il y a une grande générosité, on n'a pas l'impression de lire un livre pour enfants dans le sens où il n'y a pas une simplification à l'extrême. On lit vraiment un livre pour des enfants de 10 ans, mais qui sont curieux, si vous voulez. Donc ça m'a plu. Mais d'un point de vue scénaristique, j'étais un petit peu frustré. Alors l'histoire d'école, après cette histoire de marchandage, je trouve qu'il se passe un peu plus de choses. Mais il faut avoir conscience, en lisant le livre, que ça reste un livre pour des enfants et que les enjeux doivent être suffisamment compréhensibles et simples. Et je trouve en fait, avec un peu de recul, qu'on peut rien reprocher à Gérard Moncomble sur cet aspect, puisque la structure de l'histoire est claire. C'est pas trop long, c'est pas trop emberlificoté, on comprend bien ce qui se passe. C'est adapté au public et finalement, en fait, c'est des attentes d'adultes un peu illégitimes qui font qu'on peut regretter que ce soit pas un peu plus élaboré. Hein. Vous n'aurez pas de complot de billard à double bande, de traîtres, il n'y a rien de tout ça, et c'est très très bien. Et on va dire la morale, entre guillemets, est compréhensible, elle est déductible. Tout ça, c'est très bien. Je pense que ce qui fait l'intérêt réel du texte de Gérard Moncomble, mais sur un plan pédagogique, c'est à peu près l'antithèse de ce à quoi on pourrait penser au départ. C'est-à-dire qu'il y a une mode actuellement, enfin une mode, je ne sais pas si c'est une mode, mais actuellement, l'édition jeunesse a une sorte de règle de bien écrire qui demande cette simplification justement aux auteurs et qui fait cette classification d'âge en fonction de cette simplification. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends grosso modo. Et Gérard Moncomble résiste à ça, et j'ai envie de le féliciter pour ça, puisque vraiment son texte, il est émaillé d'un vocabulaire qui n'est pas à première vue à portée des enfants de cet âge qui vont lire le texte, mais d'un autre côté, le contexte leur offre la possibilité de comprendre ces mots et ce texte, enfin peut-être pas ces mots, mais en tout cas le contexte leur offre la compréhension de l'action, et bien entendu l'illustration aussi. Et donc je trouve que c'est vraiment intelligent pour de la littérature jeunesse, dans le sens d'une élévation, mais dans le sens d'élever les enfants. Je trouve qu'il a ce mérite de pas se mettre entièrement à hauteur d'enfant, d'offrir un contexte suffisamment clair dans ces phrases pour qu'on puisse lire une première fois, quand je dis qu'on puisse lire, je parle des enfants, qu'on puisse lire une première fois ce texte comme si un peu c'était une langue étrangère dont on comprend les 3/4 des mots, et vous avez quelques mots comme ça qui demanderont une seconde lecture. Et en fait, je trouve ça très pédagogique de sa part, puisque ça offre la possibilité de lire l'histoire plusieurs fois. Et c'est pas destiné aux adultes, contrairement à ce que j'ai pu lire. Ça jette aucune ambiguïté en fait sur le public concerné, mais ça offre une complexité aux enfants que les enfants méritent, je trouve. Et donc je trouve que c'est un double cadeau finalement ce livre pour les enfants, puisqu'ils ont les magnifiques illustrations de Frédéric Pillot, et en plus ils ont un texte dont les enjeux sont clairs et adaptés à leur âge, mais en même temps qui leur apprend des choses. On a une illustration de ça, par exemple, les navires ne sont pas appelés simplement des navires, mais ils sont désignés par leur type. Donc vous avez Balbuzard, dont l'enragé est un brigantin. Vous avez les navires royaux qui, eux, sont des frégates. Et vous avez des galions aussi, et des chaloupes pour les bâtiments, comme on dit en vocabulaire maritime, qui servent à regagner le rivage. Aussi, les différentes pièces des bâtiments, n'est-ce pas, sont décrits avec du vocabulaire correct, comme les gréements pour désigner tous les éléments qui permettent de déplacer les voiles, ou alors les gaillards d'avant et d'arrière, enfin des mots qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Il y a aussi une expression qui m'avait marqué, c'était l'off pour l'off, je crois, pour désigner une manœuvre en mer. Enfin, c'est du vocabulaire complexe, mais qui permet une seconde lecture. Et éventuellement, si l'enfant est vraiment passionné par la mer, les pirates, il peut ensuite lire les aventures, par exemple, du capitaine Hornblower. Donc, ça lui donne un bagage, ça suscite une curiosité, et ça permet d'ouvrir un peu l'esprit, d'avoir un champ lexical très ouvert, en fait, y compris technique. Donc en définitive, j'ai trouvé le texte plutôt bien adapté à son public.
Je pense que le déroulement des événements est quand même bien imaginé et clair. Alors évidemment, l'histoire est sans doute plus longue qu'on pourrait le croire, mais moins longue qu'on pourrait l'espérer, selon une expression que j'aime bien utiliser. Bon, alors si je voulais chipoter un peu, je dirais que la fin est pas totalement crédible, on va dire sur un plan démographique, sans trop en dire. Mais ça n'a vraiment pas grande importance par rapport au message sous-jacent. Pour répondre un peu à la question que j'ai posée en introduction, je dirais que, évidemment, le livre est magnifiquement illustré, ça on le savait déjà, et qu'en tant qu'adulte, j'ai éprouvé une petite frustration avec ce livre par rapport au scénario, mais c'est uniquement dû au fait que le livre est très bien écrit, en fait, et que j'ai pris plaisir à le lire et que j'aurais attendu peut-être plus. Mais si je me mets à la place d'un enfant de 10 ans, un enfant de 10 ans bien sûr qui aime lire, qui aime apprendre, qui aime l'univers des pirates, et bon éventuellement qui aime dessiner parce qu'il y a plein de modèles de bateaux là-dedans, il n'y a vraiment pas grand-chose à reprocher à ce livre, peut-être rien en fait. C'est vraiment très très bien, même si j'ai pas l'habitude de lire de la littérature jeunesse, mais je vois peu de choses à reprocher à ce livre, si ce n'est une chose. Je pense qu'il aurait fallu surligner les mots difficiles et mettre un petit lexique à la fin. Je pense que ça aurait été une bonne idée pour rendre le tout un peu plus pédagogique, même si c'est un gros mot. Je pense que ça aurait pu être intéressant et épargner des recherches éventuellement aussi aux parents, comme ça vraiment le cadeau aurait été total. Donc voilà, j'ai bien aimé ce livre. Et je pense qu'il y a une probabilité assez importante que je vous reparle de Frédéric Pillot prochainement sur la chaîne avec son livre 2 ans de vacances.